Salut à toutes et à tous. Dernière vidéo de l'année, le top 10 des séries 2021 qui sont sorties en 2021. Autrement dit, c'est pas des saisons 2 ou 3 ou 4 parce que sinon ça aurait été beaucoup plus large comme top. Top 10 des séries ainsi que le flop. Alors le flop, il est très simple, ça se résume à une série de manière générale, une ou deux séries. Je vous dirai ça dans quelques instants. C'est encore une fois un top qui est subjectif. Vous n'aurez pas le même que moi et vous peut-être vous prendrez en compte les différentes saisons de séries déjà existantes. Je prends en compte cette année 2021. J'espère que ça vous donnera l'envie de regarder, de découvrir ces séries. C'est parti, on fait du numéro 10 au numéro 1 et on commence avec la numéro 10 que j'ai analysé, on va dire, alors analyser est un bien grand mot, que j'ai critiqué chaque semaine. Il s'agit de La Roue du Temps. Oui, La Roue du Temps, et encore une fois, je me positionne en tant que spectateur et pas en tant que lecteur, parce que je sais que pour certains d'entre vous qui connaissent les livres, vous avez été déçus par la série. Moi, je ne connais pas les livres, et malheureusement, j'aurai pas le temps de les lire, j'ai déjà trop de choses à lire. Donc, en tant que série, j'ai trouvé que c'était de l'heroic fantasy de qualité. Et l'heroic fantasy, moi, c'est ce que je préfère. Une très bonne série, d'excellents acteurs, des personnages attachants, des effets spéciaux soignés, une intrigue très ambitieuse. On sent que c'est un univers où il y a beaucoup de lore à développer. Donc, c'est le numéro 10 pour moi de l'année. Ça me permet de vous dire que la semaine prochaine, donc dès lundi, ce sera le festival Tolkien avec que du Tolkien, du Seigneur des Anneaux et du Hobbit sur la chaîne. J'espère vous voir très nombreux, un maximum de personnes. Et surtout, s'il y a certains d'entre vous qui veulent s'exprimer en direct, que vous soyez youtubeur ou pas, et qui veulent venir donner leur avis dans les différents lives, vous pourrez le faire. N'hésitez pas à me le dire. Vous me dites, moi je voudrais participer à tel ou tel live. Il y aura un live pour chaque Hobbit et un live pour chaque Seigneur des Anneaux du mardi 4 au dimanche 9. On passe au numéro 9 avec une série d'animation Invincible sur Amazon Prime, adapté des romans, des comic books de Robert Kirkman. Invincible, c'est une sorte de The Boys, mais en animation. C'est extrêmement violent, très violent, très gore, avec beaucoup d'humour, pas mal d'humour noir. Casting vocal quasi, on va dire, presque entièrement venu de l'univers de Robert Kirkman. Donc ce sont les acteurs qui jouent dans The Walking Dead ou des séries dérivées. Donc ils jouent, bien évidemment, ils doublent en matière de doublage original. Hein. Bien évidemment que si vous regardez en français, ce sera des voix différentes. On a J.K. Simmons d'ailleurs, qui double le personnage principal, Omni-Man, sorte de Superman psychopathe. Un régal, cette série, pareil, j'ai critiqué chaque épisode, chaque semaine, c'était vraiment passionnant, j'ai hâte de voir la saison 2, et ça reste longtemps à l'esprit, parce que, comme je vous dis, c'est très violent, c'est le bon ton à avoir pour cette série-là, mais c'est absolument pas tout public, c'est pas parce que c'est une série d'animation que c'est tout public, ne montrez pas ça à vos enfants. Des cerveaux qui explosent, des mecs qui sont écrabouillés avec les tripes à l'air, c'est pas pour les gosses, ça plaisante pas. Numéro 8, une série dont le premier épisode est disponible sur Amazon Prime en essai pour donner une petite idée. Alors en tout cas c'était le cas en début d'année, c'est une série Stars. C'est la nouvelle adaptation du roman de Stephen King, Le Fléau, The Stand, avec un casting 4 étoiles, Alexander Skarsgård, Amber Heard, je sais qu'il y en a certains qui l'aiment pas par rapport à la polémique Johnny Depp, mais moi en tant qu'actrice je trouve qu'elle est formidable. Il y a Whoopi Goldberg et il y en a énormément d'autres. On a même Ezra Miller qui est surprenant dans un rôle, voilà, j'en dis pas plus. Casting 5 étoiles, il y a beaucoup d'autres acteurs que je vous ai pas mentionnés. Des images choc, notamment un épisode qui est apocalyptique. Le Fléau, nouvelle adaptation du roman de Stephen King. Encore une fois, peut-être que ceux qui ont lu le roman, ils vont dire « Ouais, mais non, mais c'est pas terrible. » Moi, je m'en fous, j'ai pas lu le roman en entier. Donc, je compare par rapport à l'adaptation qu'il y avait eu en téléfilm en 4 ou 5 parties en 1995, je crois. Et pour moi, cette version est supérieure. Et en tout cas, c'est une série que j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder semaine après semaine, à chaque fois que je guettais les épisodes, et c'est vraiment une série choc. Et c'est une mini-série. Numéro 7. Alors là, c'est pareil, c'est une critique, c'est une série qui m'a valu pas mal de critiques, pas mal d'accusations, entre guillemets.
C'est les maîtres de l'univers, Révélation, Masters of the Universe, Révélation, notamment sur la saison 1, la saison 2 ça s'est beaucoup mieux passé parce que les gens l'ont apprécié, mais la saison 1 certes ça a fait beaucoup de vues, mais c'est la vidéo qui m'a valu le plus de pouces rouges et de commentaires assez hargneux, parce que les gens ont considéré que c'était une série woke, ce qu'elle n'est pas. Si ça avait été le cas, ça m'aurait pas plu, parce que moi j'aime pas le wokisme, mais beaucoup de gens ont détesté le fait que les personnages féminins, comme par exemple Tila, étaient mises en avant par rapport à Musclor, etc. Bon, ce n'est que 5 épisodes, la première saison, des épisodes de 25 minutes, et les 5 épisodes suivants, la saison 2, puisque c'est là aussi l'avantage de cette série, on a eu les 2 premières saisons cette année, donc au total 10 épisodes de 25 minutes. Bon, oui, il y a les femmes qui sont un peu plus mises en avant durant quelques épisodes, mais c'est tout à fait normal, c'est la suite de la série des années 80, où c'était absolument pas équilibré, où il n'y avait pas beaucoup de réflexion, où c'était très naïf, et où c'était quasiment que Musclor qui était mis en avant, et Skeletor. Là, les personnages qui sont à côté, et pas seulement les personnages féminins, mais aussi les animaux et les humanoïdes, les personnages sont tous mis en avant, ils ont tous une intrigue, c'est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît, et surtout, il y a énormément de nostalgie, de batailles épiques, de musique excellente, et puis j'ai aimé le style animé, contrairement à d'autres séries Netflix animées que j'aime pas trop, genre la série Jurassic Park ou la série Fast and Furious en animation que j'aime pas. Là, pour le coup, c'est en dessin animé et je trouve que c'est assez propre. En tout cas, c'est très fidèle dans l'esprit, sur le fond et sur la forme, à la série de mon enfance, Les Maîtres de l'Univers des années 80. Numéro 6. Alors, exceptionnellement, c'est pas une série qui est sortie en 2021, c'est une série que j'ai découvert en 2021, mais j'ai découvert les 2 saisons, c'est Biohackers. Là aussi, vous pouvez retrouver la critique des 2 saisons, comme les autres séries, hein, Master of the Universe, tous les autres, vous pouvez retrouver les critiques des différentes saisons. Et là, Biohackers, j'ai fait les critiques des 2 saisons, ça y parle de piratage de l'ADN, complot Big Pharma, manipulation de la mémoire, des souvenirs, humain augmenté, autrement dit, faire des expériences sur l'ADN pour enlever tel ou tel tare génétique, mais ce faisant, c'est s'exposer à des recherches qui peuvent aboutir à des choses beaucoup plus graves sur le corps humain. C'est une série excellente qui est dans l'air du temps, qui est beaucoup plus intelligente que les discours qu'on peut avoir sur les plateaux télé, qui sombrent soit dans le tout est bien, soit tout est mauvais, soit genre les extraterrestres et les Illuminati existent, ou bien le vaccin est un miracle. Non, c'est une série qui certes joue avec le complotisme pour dénoncer des choses, mais qui le fait de manière équilibrée, même si j'aime pas trop cette expression de complotisme. C'est une série qui joue sur la paranoïa, mais en même temps qui se base sur des choses qui existent réellement. Et les acteurs sont tous très bons, c'est une série allemande, Netflix. Et vous allez voir des séries Netflix, il y en a quelques-unes dans ce top. Numéro 5, c'est une série Amazon Prime, c'est pour moi, je l'ai déjà dit dans les 2 critiques que j'ai faites cette année, c'est une série qui... c'est du Game of Thrones sans l'aspect fantastique, sans l'aspect fantasy. C'est-à-dire que c'est aussi bon que Game of Thrones en matière de réalisme, dialogue, intrigue, décor naturel, château, où ça a été tourné dans des vrais châteaux. En plus, c'est pas très loin non plus, enfin si, c'est loin de chez moi, mais c'est moins loin que vous qui habitez à Paris. Moi, j'habite dans le sud de la France, à la limite de l'Espagne, et c'est une série espagnole. C'est El Cid, qui est juste une série excellente, qui est une série historique, qui parle de personnages qui ont réellement existé. Vous allez avoir des batailles épiques entre les morts, les Sarrasins, les Espagnols, les Castillans, les intrigues de palais, les complots dans la famille, les trahisons, les meurtres. Un régal, El Cid. Moi, je vous recommande El Cid. Numéro 4. C'est une série, pareil, que j'ai adoré, et à la base, c'était pas gagné. Et pendant de nombreux épisodes, j'ai douté, est-ce que j'allais aimer ou pas? Est-ce que c'était une vaste fumisterie ou est-ce que c'était un éclair de génie? Au final, c'est ni l'un ni l'autre, mais ça reste quand même une très bonne série. C'est Nine Perfect Strangers sur Amazon Prime, la série produite par Nicole Kidman, avec Nicole Kidman dans le rôle principal et Melissa McCarthy. Donc déjà, moi, il y a Melissa McCarthy, je suis rassuré parce que c'est une actrice que j'adore, Nicole Kidman aussi. Mais il y a un casting 5 étoiles. C'est une série qui est profondément mystérieuse. On ne sait pas trop où ils veulent en venir dans cette espèce de spa
où ils font un peu New Age, philosophie New Age, où ils essayent de faire leur catharsis de leur traumatisme. Et en fait, c'est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. Le personnage de Nicole Kidman, notamment, son histoire personnelle est passionnante, mais surtout, au-delà de ça, c'est une expérience sensorielle. Cette série est une expérience sensorielle. C'est une série qui va vous malmener, mais au final, qui moi, personnellement, m'a fait du bien parce qu'elle est profondément optimiste, positive. On est chahuté émotionnellement. Il y a pas mal de choses qui sont dures à regarder, mais on en sort joyeux. Et la bande originale est excellente. Voilà. On arrive dans le numéro 3 avec une série de HBO, The Nevers. Et j'avais dit que cette série était le nouveau Game of Thrones. J'insiste sur le fait que cette série a la qualité de Game of Thrones en matière de personnages, d'écriture, mais surtout visuellement, que ce soit les effets spéciaux, les décors, les costumes. C'est du steampunk. The Nevers, c'est du steampunk. Ça se passe au 19e siècle. Et puis, il y a le dernier épisode. Dernier épisode, il y a un twist que je ne peux pas vous révéler ici, même si c'est des vidéos qui spoilent un petit peu. C'est du 100% spoiler, ce top. Mais je ne veux pas vous gâcher la surprise si vous n'avez pas vu. Le dernier épisode, la première partie du dernier épisode va vous retourner la tête. Vous allez rien comprendre. Ça va vous retourner la tête. C'est tellement ambitieux et ça promet du tellement lourd pour la suite. C'est vraiment du steampunk. Voilà. Vous verrez, j'en dis pas plus. Il y a de la science-fiction, il y a tout ce qu'il faut. Les personnages sont attachants. Beaucoup de personnages qui sont vraiment très bons. Les actrices sont excellentes. Que dire? Il faut vraiment regarder The Nevers. Et la bande originale de The Nevers, c'est une pépite. C'est vraiment une pépite. La musique est superbe. Numéro 2. Et donc hier, vous voyez, hier j'avais parlé de Promising Young Woman en disant que c'était du féminisme, mais qui ratait le coche, qui faisait plus de mal que de bien. Et bien là, c'est une série profondément féministe, mais que j'ai adorée, et qui pour moi fait du bien, et qui pour moi contribue au combat de la parole des femmes, et d'améliorer la situation des femmes, mais le fait d'une bien belle manière. C'est Sky Rojo, la série de Netflix, sur la prostitution en Espagne, où on suit ces 3 héroïnes. C'est un mix entre Thelma et Louise pour le côté émancipation et Kill Bill pour le côté vengeance. On est totalement dans un mix entre les deux, avec un propos pertinent sur la prostitution légale en Espagne, et le fait que les femmes ne se prostituent pas pour le plaisir, les femmes ne se prostituent pas parce qu'elles trouvent ça cool. Non, elles le font parce que l'immense majorité, la quasi-totalité, à part de rares exceptions, le font parce qu'elles ont des pressions, parce qu'elles ont du chantage, parce qu'elles n'ont plus le choix, parce qu'on leur a volé leur vie. Et quand on voit toutes les pratiques dégradantes, alors c'est pas non plus une série porno, je vous rassure, hein, mais quand on voit tous ceux à quoi elles sont confrontées pour juste le plaisir de mecs pervers qui vont... mais franchement, c'est à la fois révoltant, écœurant, et on est à fond avec ces 3 héroïnes qui cherchent à se libérer. Et c'est pas une série qui stigmatise tous les hommes, parce qu'il y a des hommes dans cette série qui sont des mecs bien, qui sont des mecs qui vont leur venir en aide, et même chez les méchants, c'est peut-être ça que j'ai apprécié le plus, les méchants entre guillemets, même chez les proxénètes, il y a des mecs qui se posent des questions, qui sont tiraillés entre le business et en même temps le fait d'être conscient qu'ils sont des pourris. Certains qui essayent de se sortir mais qui n'y arrivent pas forcément, d'autres qui y arrivent. C'est vraiment une série qui est nuancée dans tout le propos qu'elle aborde, mais qui aborde la prostitution de manière frontale, et c'est un bijou d'écriture. Voilà. Les 2 saisons sont sorties cette année, je vous les recommande. Vous pouvez y aller les yeux fermés, enfin les yeux fermés, regardez, ouvrez les yeux pour regarder la série, mais façon de parler, vous pouvez me faire confiance. Là, pour le coup, on n'est pas sur du féminisme balance ton porc MeToo, mais on est sur du féminisme qui est du bon féminisme, qui est du féminisme raisonnable, qui est du féminisme utile, parce que ça dénonce des choses qui sont inacceptables, et à aucun moment ça piétine la présomption d'innocence, ou ça fait un amalgame en disant que tous les mecs sont des pourris. Non, et c'est pour ça que c'est une très bonne série. Et le numéro 1,
Là aussi, la première saison est sortie l'année dernière, j'avais pas eu le temps de la voir, je l'ai découverte cette année et j'ai enchaîné avec la saison 2. Et la saison 2 a été beaucoup plus appréciée par les spectateurs que la saison 1, même si moi j'ai adoré les deux saisons. C'est avec Jason Momoa et c'est Si. Et comme je le disais, il y a eu pas mal cette année d'héritiers de Game of Thrones, que ce soit The Nevers en matière de qualité, El Cid en matière de médiéval, mais Si, la série de Apple TV+, c'est pour moi le digne héritier dans la droite lignée de Game of Thrones parce qu'il y a énormément de ressemblances avec une actrice, mon Dieu, j'ai oublié le nom, Sylvia Hawkes qui fait la reine, mais Sylvia Hawkes qui fait une pourrie mais intégrale, elle joue mais tellement bien. Et puis Jason Momoa a trouvé son meilleur rôle en dehors du rôle d'Aquaman. Jason Momoa est exceptionnel dans la série, la manière le réalisme avec lequel sont abordées les scènes avec des aveugles, la manière de se déplacer. On est dans un monde post-apocalyptique de fantasy médiévale et en même temps ça se passe dans notre monde réel à nous, la Terre, mais plusieurs milliers d'années après, une épidémie qui a rendu le monde entier aveugle avec quelques êtres humains qui arrivent à voir, qui ont encore gardé la vue, et avec toutes les croyances religieuses qu'il peut y avoir. On a eu Dave Bautista dans la saison 2 qui faisait le frère de Jason Momoa, qui était excellentissime. Voilà, Dave Bautista qui déjà c'est un très bon acteur, qui avait un rôle mais tellement charismatique. Voilà, c'est une masterclass. Elle est numéro 1, mais c'est clair et net pour moi, ça fait aucun doute. C'est une série qui m'est restée en tête longtemps après l'avoir regardée. Et ça, c'est l'apanage des grandes séries. C'est quand vous arrivez à y penser longtemps après. Alors, je vous avais dit que je vous parlerai des quelques séries que j'ai pas aimées. Bon, il y a eu les 4400. J'ai fait la critique du premier épisode, c'est bon, circuler, il n'y a rien à voir, ça n'apporte rien de plus que la série originale dans les années 2000, si ce n'est un propos Black Lives Matter qui est malvenu, en nous montrant tous les noirs comme des victimes de tous les méchants blancs. Bon, honnêtement, bazardez cette série et regardez plutôt Manifest, qui est excellente, dont la 4e saison arrivera sur Netflix, parce que Manifest a été sauvé par Netflix. Les 3 saisons devraient être très bientôt disponible sur Netflix, avec la saison 4 qui arrivera en 2022. Là, pour le coup, on est à peu près en termes d'intrigue sur la même chose, des gens qui réapparaissent plusieurs années après avoir disparu mystérieusement, mais sans la médiocrité absolue de ce 4400 reboot. Et l'autre série que j'ai pas aimé, j'ai arrêté parce que j'ai pété un câble tellement c'était insupportable. C'est une mini-série italienne qui s'appelle Anna. C'est du post-apocalyptique avec des enfants. Les enfants sont... Alors, l'héroïne joue plutôt bien, mais les enfants sont tellement horripilants et les situations ridicules. J'ai tellement pas aimé cette série que j'en pouvais plus, je trépignais dans mon fauteuil. Donc j'ai décidé d'arrêter au bout du 3e, 4e épisode. C'était déjà beaucoup trop, j'avais perdu 3 heures. Donc voilà, mais bon, je vais pas rentrer dans les détails, j'en ai pas fait la critique pour le coup de Anna, parce que j'ai pas vu la saison complète, et pour les 4400, j'ai fait la critique du premier épisode. Encore une fois, je vous parle du premier épisode, je ne sais pas, peut-être que la saison complète dans son ensemble est très bien, en tout cas ça me donne pas envie de regarder le reste. Voilà, c'est à peu près tout pour les séries que j'ai pas aimées cette année, il doit peut-être y en avoir une autre, et encore, c'est pas sûr, mais de toute façon, voilà, regardez ce top 10 que je vous ai fait, je vous le résume, donc le top 10, parce que c'est vrai que je me suis un petit peu éparpillé. Numéro 10, La Roue du Temps, Heroic Fantasy sur Amazon Prime. Numéro 9, Invincible, du super-héros en animation sur Amazon Prime. Numéro 8, The Stand, la nouvelle adaptation du Fléau de Stephen King. Numéro 7, sur Netflix, Les Maîtres de l'Univers, Révélation de Kevin Smith, 2 saisons disponibles. Numéro 6, série allemande Netflix, en 2 saisons disponibles, Biohackers, qui arrivera la 3e saison l'année prochaine. Numéro 5, série Amazon Prime du médiéval historique El Cid. Numéro 4, toujours sur Amazon Prime. Oui, il y a beaucoup de séries Amazon Prime. 9, Perfect Strangers. Numéro 3, sur HBO, The Nevers, c'est du steampunk. Numéro 2, Sky Rojo sur Netflix, 2 saisons disponibles cette année. Et numéro 1, Si avec Jason Momoa sur Apple TV+. Après, il y avait beaucoup plus de séries que ça, hein, j'ai pas regardé que ça. J'ai fait une playlist, la playlist critique série. Vous allez voir, il y a 150 vidéos. Il y en a pour tout le monde.
Et l'année prochaine, on se retrouvera pour beaucoup d'autres critiques, sachant que l'année prochaine, il va y avoir l'accent qui va être mis sur The Walking Dead, puisque je vais aborder encore plus de contenu The Walking Dead. La série se spécialise, en plus du reste, ça se spécialise en The Walking Dead. Voilà ce que je pouvais vous dire pour mon top 10 des meilleures séries de l'année. C'était la dernière vidéo. Encore une fois, un immense remerciement aux plus de 820 personnes. Je sais pas, je fais cette vidéo, nous sommes le 25 décembre, donc peut-être qu'entre-temps, il y aura des personnes qui se seront abonnées. Je remercie chacun et chacune d'entre vous qui se sont abonnés, qui regardent les vidéos régulièrement, qui laissent des commentaires. J'essaye de répondre un maximum. Parfois, je ne réponds pas tout de suite, mais je réponds quand même. Et l'année prochaine, on va se régaler, on va arriver aux 1000 abonnés, on va dépasser les 1000 abonnés. Et il y aura des lives chaque semaine quasiment, beaucoup de vidéos. Merci à toutes et à tous de me donner chaque jour plus de motivation que le jour précédent. Portez-vous bien, à l'année prochaine. Et ciao tout le monde.